Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un objet qui fait beaucoup parler de lui, les toutes nouvelles lunettes connectées de Meta, les Meta Ray-Ban Display. Oui, on a regardé un peu partout, les annonces officielles bien sûr, mais aussi les prises en main par des médias comme The Verge, Tech Co. L'idée, c'est de comprendre ce qu'elles apportent vraiment. On a épluché tout ça. C'est ça. Aller au-delà de la com, décrypter le potentiel réel. Qu'est-ce qui les différencie des tentatives précédentes, les Google Glass, les premières Ray-Ban Meta même? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec concrètement? Voilà, la question clé. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui les rend si spéciales finalement? Meta dit que ce sont les premières lunettes IA avec un écran haute résolution intégré. Tout en gardant le style Wayfarer de Ray-Ban. Ça, c'est important pour l'acceptation. On y reviendra. Annoncé au Connect 2025. Oui. Et bon, le parallèle avec Google Glass, qui date de plus de 10 ans maintenant, il est évident. Mais là, la technologie semble quand même beaucoup plus mature, mieux intégrée surtout. On note aussi le nom, hein. Meta Ray-Ban Display. Pas Ray-Ban Meta comme avant. Effectivement. Ce display mis en avant est méta en premier. Ça montre peut-être une volonté d'affirmer plus la partie tech de Meta. Bon, et cette techno, elle a un prix, 799 $. Et ça inclut un nouvel accessoire, a priori essentiel, le bracelet neural. Oui, on va en parler, de ce bracelet. Disponible le 30 septembre. Deux couleurs pour commencer, noir classique et sable, un beige. Et ce prix, c'est 199 $, il a un peu surpris en fait. Pas mal de gens s'attendaient à plus cher. Ah oui, Oui, vu la technologie annoncée. Ça reste cher, bien sûr, mais relativement accessible comparé à d'autres produits high-tech. Ou même si on pense aux premières Ray-Ban Meta qui étaient autour de 350-420 euros. c'est vrai que le saut technologique semble important pour un prix qui, bon, double, mais ne s'envole pas complètement. C'est ça. Alors parlons de ce saut justement. L'écran intégré. C'est le cœur du réacteur si on veut. La grosse promesse. Les specs sont assez dingues sur le papier. Très haute résolution, 42 pixels par degré. Oui, 42 ppd. Pour comparer, c'est plus que la plupart des grands casques verts actuels. Ça donne une idée de la finesse d'affichage visée. C'est pas juste pour des notifs flottantes, quoi. Non, l'ambition, c'est clairement d'intégrer des infos plus complexes de manière utile au quotidien. Et pour ça, il faut aussi que ce soit lumineux. Et là aussi, le chiffre impressionne. Jusqu'à 5000 nits. Énorme. Pour que ça reste visible même en plein soleil. C'est crucial. L'écran est en couleur, projeté dans un seul œil et un peu sur le côté pour pas gêner la vue directe. Et un point qui revient dans les premières prises en main, notamment chez The Verge, c'est la discrétion. Apparemment, de l'extérieur, c'est quasi invisible. Ah, ça c'est important, hein? Oui, même dans le noir ou si la lumière tape dessus. C'est un vrai progrès par rapport aux anciennes générations où on voyait un reflet bizarre. Ça peut lever un frein psychologique. Et pour l'utilisateur, la visibilité en plein soleil serait assurée par les verres photochromiques, ceux qui foncent tout seuls. C'est fourni de base d'ailleurs, hein? Solution assez élégante, oui. Reste une question importante, les verres correcteurs. Oui. Alors, Les infos sont un peu floues. Ça semble possible, mais peut-être pour des corrections légères. Intégrer l'écran dans un verre très corrigé, c'est techniquement compliqué. d'accord. Un point à surveiller pour l'accessibilité donc. Clairement. Bon, un super écran, c'est bien, mais comment on le pilote sans avoir l'air de tapoter ses lunettes sans arrêt ou de parler tout seul? Ah ben voilà, on y vient. L'autre innovation majeure, le Meta Neural Band, le bracelet neural. C'est quoi exactement? En gros, c'est un bracelet qui lie les micro-mouvements des muscles du poignet et de la main, l'électromyographie, EMG. Il capte les signaux électriques envoyés par le cerveau aux muscles, même pour des gestes minuscules. D'accord. Et l'idée, c'est de remplacer le Hey Meta ou les petits boutons sur les branches. Exactement. Offrir un contrôle plus subtil, plus discret. Les démos montrent des gestes comme pincer l'index et le pouce pour sélectionner. Ou le majeur et le pouce pour revenir en arrière. Un double pincement pour le menu. C'est ça? C'est ça. Et même glisser le pouce sur le côté de l'index pour naviguer, un peu comme un petit joystick invisible. Haut, bas, gauche, droite. Et on peut aussi taper 2 fois sur le bracelet pour appeler l'assistant IA. Voilà. Le gros avantage, c'est que ça peut se faire très discrètement. Main le long du corps, ou même derrière le dos, selon Meta. Bien plus discret que de parler à ses lunettes en public, c'est sûr. Il y avait même une démo où on pouvait écrire du texte en bougeant le doigt sur sa cuisse. Oui, j'ai vu ça. Et apparemment, ça marche même avec des faux ongles, ce qui suggère une bonne sensibilité des capteurs. Impressionnant. Et ce bracelet, il a sa propre batterie? Oui, autonomie annoncée, 6-8 heures. Et il est résistant à l'eau.
IPX7. Donc, protégé contre les éclaboussures, une immersion rapide. Mais pas pour nager. Non, non. Par contre, ça veut dire qu'il faut recharger deux appareils, les lunettes et le bracelet. Le bracelet a un petit chargeur magnétique USB-C. D'accord, un détail logistique à prendre en compte. Tout à fait. Donc on a un écran top, un contrôle gestuel discret, tout ça c'est au service de nouvelles fonctions j'imagine. Et l'IA est au centre de tout ça. C'est l'idée. Mais t'as dit, les lunettes voient ce que vous voyez, entendent ce que vous entendez. Ça ouvre la porte à l'analyse de l'environnement en temps réel. L'exemple qu'ils ont montré, c'est regarder un tableau de Warhol et avoir des infos dessus, c'est ça? Oui. On imagine bien l'application dans un musée ou pour identifier une plante, un monument. Le potentiel est là. Et il y a cette fonction Live AI aussi, pour une aide en direct? C'est ça. L'exemple type, regarder des ingrédients, demander une recette à l'IA, et hop, les étapes s'affichent dans l'écran. Plus besoin de toucher son téléphone avec les mains pleines de farine. Voilà. Ou, plus futuriste, l'IA qui pourrait aider à résumer les points clés d'une conversation. Bon, ça soulève d'autres questions, mais la promesse est là. Côté photo et vidéo, il y a du nouveau aussi? Oui, enfin, une prévisualisation dans l'écran de ce qu'on filme ou photographie. Ça manquait. Et une fonction zoom contrôlée avec le bracelet. Ah, pas mal. Et les appels vidéo via WhatsApp, par exemple, en montrant ce qu'on voit? Oui. Côté son, ils annoncent 6 micros pour mieux capter la voix et réduire le bruit, et des haut-parleurs améliorés dans les branches. Mais les deux fonctions IA qui semblent vraiment mises en avant, c'est le sous-titrage et la traduction, non? Absolument. Pour le sous-titrage, la promesse est forte. Les micros directionnels permettraient de ne transcrire que la personne qu'on regarde. Waouh! Si ça marche bien, pour les malentendants ou dans un bar bruyant. Ce serait révolutionnaire. Vraiment. C'est une des applications qui pourrait justifier l'appareil à elle seule, si ça tient la route en conditions réelles. Et pareil pour la traduction instantanée. L'idée, c'est d'afficher des sous-titres dans notre langue quand on parle à quelqu'un qui parle une autre langue. Des sous-titres pour la vie réelle, comme dit Meta. Une sorte de traducteur universel visuel. Fascinant. Et à côté de ça, on retrouve des fonctions plus classiques. La navigation GPS type tête haute. Oui, avec la flèche qui s'oriente selon où on regarde. Les notifications. Calendrier, météo, message. Et pouvoir répondre à la voix. Des usages attendus, mais qui prennent une autre dimension avec l'écran et le contrôle gestuel. Parlons un peu du design et du confort. Garder le look Wayfarer, c'est malin. C'est un énorme atout pour l'acceptation sociale, clairement. On est loin des premiers designs très cyborg, on va dire. Mais bon, faut pas rêver, hein. Pour caser tout ça, écran, batterie, micro, caméra, les montures sont forcément plus épaisses. Surtout les branches. C'est le compromis inévitable, oui. C'est plus épais qu'une Wayfarer classique, c'est sûr. Un détail intéressant noté dans les tests, les branches s'ouvriraient un peu vers l'extérieur. Oui, les charnières auraient une certaine flexibilité pour s'adapter au visage plus large et améliorer le confort. Un bon point. Et l'autonomie, le nerf de la guerre pour ces appareils. Alors Meta annonce 6 heures pour les lunettes seules, en usage mixte. 6 heures. C'est comme la génération précédente sans écran en gros. C'est ça. Le boîtier de charge, lui, est nouveau. Pliable, plus compact, il permettrait d'atteindre 30 heures au total. Mais la question, c'est quoi cet usage mixte? Est-ce que ça tient si on utilise beaucoup l'écran, l'IA, la caméra? C'est la grande inconnue. L'expérience montre que ça peut varier énormément. 6 heures, ça couvre une partie de journée, mais on reste dépendant du boîtier, ça remplace pas encore le smartphone. C'est un compagnon, pas un substitut. Tout à fait. Pour s'assurer que tout marche bien dès le début, Meta parle d'une expérience d'achat un peu spéciale en magasin. Oui, un service personnalisé haut de gamme, pour aider à bien ajuster les lunettes, mais aussi le bracelet Neurol. Ça suggère que l'ajustement est important pour le bon fonctionnement, peut-être pour les capteurs EUG. D'accord. Au-delà de la technique, il y a la question de l'expérience. Avoir en permanence une interface près de l'œil, est-ce que c'est pas un peu trop? C'est une vraie question. Le risque de surcharge d'informations, comme avec les notifs des montres connectées au début. Oui, on pensait que ça réduirait la dépendance au téléphone et finalement... Pas toujours. L'interface des Meta Ray-Ban Display a l'air pensée pour être minimale, visible d'un coup d'œil, contextuelle. Mais l'équilibre entre infos utiles et distractions, c'est un vrai défi. Et puis, il faut rappeler que ces lunettes display ne remplacent pas toute la gamme. Non, non, Meta a aussi mis à jour ses Ray-Ban Meta classiques, sans écran, une génération 2. Ah oui, à que de son main le gros. Avec une meilleure caméra, apparemment. Oui, une 3K, sûrement la même que sur les Oakley sortis cet été. Et meilleure étanchéité, meilleure autonomie, il corrige les points faibles de la V1.
c'est une option pour ceux qui veulent surtout la capture et l'audio. Et il continue avec Oakley aussi, pour le sport. Oui, des modèles comme le HSTN, caméra centrale, plus résistant, fonction pour les sportifs, comme afficher la vitesse en ski sur les vidéos. On voit bien la stratégie là. Ray-Ban pour le style au quotidien, Oakley pour le sport, et ses displays comme vitrine techno pour la réalité augmentée. C'est ça. Une segmentation assez claire. Bon, si on essaie de résumer, ces Meta Ray-Ban Display, c'est quand même une sacrée évolution. L'écran couleur haute def, lumineux et discret, c'est une prouesse technique. Oui, et le contrôle par le bracelet neural, c'est une approche vraiment nouvelle, potentiellement beaucoup plus naturelle et discrète socialement. Et puis, toutes ces fonctions IA, analyse de ce qu'on voit, sous-titrage, traduction, ça ouvre des perspectives bien au-delà du gadget. On sent une vraie volonté de les rendre utiles au quotidien. Les premières tours semblent d'ailleurs assez positives sur ce potentiel. Mais comme toujours, il y a des questions qui restent en suspens. Bien sûr, l'autonomie réelle en usage intensif, le confort sur la durée avec ce poids et cette épaisseur. Est-ce que le grand public va suivre au-delà des fans de tech? Et puis, l'impact sur nos interactions. Avoir l'accès à des infos en temps réel pendant qu'on parle à quelqu'un ou à une traduction, ça change quoi? À notre attention, notre présence? C'est une question de fond, sans oublier la dépendance à l'écosystème Meta, compte obligatoire, appli Meta AI, et les questions de vie privée, un appareil qui voit et entend tout le temps. Forcément, ça interroge. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Si ces lunettes tiennent leurs promesses, si elles commencent vraiment à superposer du numérique sur notre réalité, comment ça va changer notre perception du monde? Est-ce qu'on est au début d'une fusion plus intime, plus constante, entre le physique et le digital? Et si oui, quelles conséquences? Positives, négatives ou juste différentes? Sur nos vies, notre travail, nos relations. Voilà. De quoi réfléchir.